Des marches pour les fiertés annulées un peu partout faute de sponsors. Listen closely. What do you hear? Nothing. Des assos LGB qui virent le thé, des homosexuels qui brûlent le drapeau arc-en-ciel. Happy Pride Month because this ain't me, baby. Un soutien populaire qui s'effondre, l'invention du terme homonationalisme. L'homonationalisme, c'est une mécanique politique. Est-ce que le mouvement LGBTQ+, ne serait pas doucement et irrévocablement en train de mourir? Et est-ce qu'il ne l'aurait pas un tout petit peu cherché? Décryptons. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement, vous pouvez prendre un abonnement au journal Valeurs Actuelles. Et pour ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont pas vu ma tête depuis 6 mois, activez la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Sur ces belles paroles, commençons. La date fondatrice du mouvement LGBT moderne, c'est le 28 juin 1969. À cette époque, pas si lointaine, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. The aim of the homosexual act, paradoxically enough, is to seek masculinity. He is attempting to achieve the very thing that he felt he was so lacking in childhood. Et que c'est au niveau de l'influence de la mère et aussi de l'influence du père qu'il faut faire remonter les causes principales de l'homosexualité. Aux États-Unis, les personnes suspectées d'être homosexuelles pouvaient être fichées. Certains emplois tels que l'enseignement leur étaient refusés. 2 personnes du même sexe dansant ensemble pouvaient être arrêtées. Et le simple fait pour un homme d'offrir un verre à un autre homme était passible de poursuite pour trouble à l'ordre public. Ce qui fait que les bars, en général, étaient moyen chauds pour accueillir des homosexuels. Mais, tout comme il existait des bars planqués durant la Prohibition, il existait des établissements discrets accueillant ces parias de la société. La majorité de ces bars, comme pour la Prohibition, étaient tenus par la mafia, comme c'est le cas par exemple du Stonewall Inn à New York. Ce fameux soir de juin 69, la police décide d'y pénétrer pour contrôler et disperser ces dangereux malades mentaux, osant rire ensemble et se tenir par la main. Sauf que cette fois-ci, les gays, les lesbiennes et leurs soutiens refusent de se laisser faire. Ça part en émeute de 6 jours et l'histoire s'en rappellera comme des Stonewall Riots. Un an après, jour pour jour, 2000 personnes appartenant à la communauté homosexuelle décident de sortir dans la rue pour commémorer cet épisode, ainsi que pour afficher fièrement leur orientation sexuelle. Leur message est grosso modo le suivant: on est fiers d'être gay, on ne veut plus se cacher et on en a marre d'être discriminés pour un truc qu'on peut pas contrôler. C'est la première Gay Pride. Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels. Et on remarquera que fut un temps, les participants portaient encore des vêtements. Mais on en reparlera plus en détail un peu plus tard. Après cet événement, plusieurs assauts de lutte pour les droits LGB sont créés et peu à peu les lois évoluent pour arrêter de les discriminer. En 1975 aux États-Unis par exemple, les homosexuels sont autorisés à bosser dans la fonction publique. À part dans l'armée, ça arrive en 1993. Et c'est uniquement à condition qu'ils ne révèlent pas qu'ils sont gays. Bon, j'ai dit que ça a évolué peu à peu, j'ai pas non plus parlé d'une prise de conscience miracle. Il reste toutefois une communauté qui se sent un peu exclue, à la fois par la société dans son ensemble et par les assos LGBT. Ce sont les transgenres. Et à cette époque, dans transgenre, on englobe à la fois les transgenres, les transsexuels, les intersexes, les drag queens, les femmes à barbe, bref, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les normes de genre. Un concept popularisé par l'activiste Leslie Feinberg, qui en 92 sort un pamphlet intitulé Transgender Liberation, a Movement Whose Time Has Come. En français, la libération des transgenres, un mouvement dont l'heure est venue. Dès l'ouverture, elle définit le genre comme quelque chose relevant de l'expression de soi, pas de l'anatomie. C'est principalement d'elle, et aussi de quelques scientifiques, légèrement tarés, des années 50, comme John Monnet, que vient la thèse « Le genre est une construction sociale ». Car, voyez-vous, selon Feinberg, les trans existent depuis la nuit des temps et auraient été acceptés dans certaines sociétés. S'ils ont commencé à être réprimés, c'est exclusivement à cause de la propriété privée, la division de la société en classes, la famille patriarcale et l'héritage masculin, puis l'église, le colonialisme et le capitalisme. Elle était marxiste, je sais pas si j'ai besoin de le préciser. En gros, l'idée de Feinberg était de démontrer qu'avant, être trans était considéré comme étant naturel, et que ce n'est qu'à cause de la noblesse chrétienne et patriarcale qui voulait que femmes et hommes aient un rôle bien distinct dans la société et que cette dernière soit divisée entre exploiteurs et exploités, qu'ils sont devenus contre nature.
C'est contre nature. Pour elle, les opprimés doivent se battre ensemble pour combattre leur ennemi commun. Traduction, les assos LGB devraient accueillir le thé. Une idée pas spécialement partagée à l'époque par les militants LGB, puisque d'une part, pour eux, orientation sexuelle et identité de genre, ce sont deux choses différentes, et d'autre part, parce que c'est une chose de faire accepter aux Américains assez puritains que deux hommes puissent s'aimer, mais c'en est une autre de leur dire qu'un homme peut se sentir femme à l'intérieur et vouloir porter des robes malgré le fait de s'appeler Johnny. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Une mentalité qui va un peu changer après le meurtre en 1993 de Brandon Teena, une jeune femme vivant socialement comme un homme, sortant avec une femme et dont le sexe biologique a finalement été découvert par son entourage. S'ensuit un enlèvement, une humiliation publique et un viol. Puis, après que Brandon Teena a porté plainte, un meurtre. Une histoire sordide, adaptée en film en 1999, et qui fait prendre conscience aux assos homosexuels que la communauté trans est, elle aussi, opprimée. Après ça, les transgenres commencent donc à intégrer de plus en plus les rangs des militants homosexuels, jusqu'à ce que LGB devienne indissociable du T. Puis du Q, puis du I, puis du A. Et après les victoires juridiques et législatives, la dépénalisation de l'homosexualité, le Pax puis le mariage pour tous, la PMA, le X sur les passeports, leur combat devient culturel. Le citoyen lambda doit accepter les LGBT sans les remettre en question. Le mouvement gagne alors le monde de la culture. Les films, les séries... Theo might look like a girl, but he's not. He's a boy. And that's how he's always been. He's just ready now. Les émissions télévisées. If a drag queen wants to read you a story at a library, listen to her because knowledge is power. And if someone tries to restrict your access to power, they are trying to scare you. De plus en plus de stars parlent de leur orientation sexuelle. 2 weeks ago, you posted this. You opened up about being a part of the LGBTQ community, and immediately love started pouring in from all over the world. The rapper, whose real name is Montero Lamar Hill, revealed closure was his way of coming out as gay. Non-binary is a term used by some people, myself included, who experience their gender identity as falling somewhere outside of the boxes of man or woman. Et on va même jusqu'à laisser des icônes du mouvement s'exhiber topless devant la Maison Blanche. En quelques décennies, les LGBT sont passés de hors-la-loi à tendance. Et la tendance, ça fait vendre. C'est ainsi que depuis 2015 et la légalisation du mariage homosexuel, tous les mois de juin, les grandes marques s'impliquent dans le mois des fiertés. Elles changent leur logo, tweetent leur soutien, créent des collections spéciales, parrainent la marche des fiertés, car il faut savoir que la communauté LGBTQ+, représente 1/10 des Américains et un pouvoir d'achat de 1400 milliards de dollars par an. Durant le mois des fiertés, c'est donc impossible de ne pas tomber dans la rue ou sur les réseaux sur la dernière version en date du drapeau multicolore. The black and brown stripes to represent people of color, the blue, pink and white to represent trans folks, and a new addition to this flag, the yellow triangle with the purple circle to represent folks that are intersex. And the other new addition to our flag is the 2 feathers in the circle which represent indigenous folks that identify as two-spirit. Enfin, c'était impossible, car que se passe-t-il une fois que le combat est remporté? Qu'est-ce qu'on fait? Soit on trinque et on plie bagage, soit on se trouve une nouvelle cause à défendre, au risque de faire du mal à l'ancienne. En 2016, alors que tout le monde était habitué au sigle LGBT, les médias y ajoutent soudain une lettre. Le Q. Le cul de maman. Non, c'est pas le cul de maman. Le Q de queer. Le terme queer, à la base, c'est une insulte en anglais. Ça signifie étrange, bizarre, hors norme. Le revendiquer fièrement comme une identité, c'est rompre avec une partie de l'ancien mouvement gay qui voulait surtout obtenir les mêmes droits que les autres citoyens et s'intégrer à la société. Ce Q, il symbolise le passage d'un mouvement de droit civique, qui a remporté ses principales batailles, à un mouvement de déconstruction des normes. Et ce changement ne s'est pas fait par magie. C'est l'association GLAAD, pour Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, qui l'a conseillé dans un guide à destination des grands médias, le qualifiant de plus précis et plus inclusif. À la base, GLAAD, c'était une asso qui avait pour mission de promouvoir une couverture médiatique plus empathique des homosexuels atteints du sida. En 2013, quand leur existence n'avait plus vraiment de raison d'être, ils se sont renouvelés en publiant un Studio Responsibility Index, un recensement minutieux des LGBT au cinéma et à la télé, réclamant des quotas de représentation positive. Car c'est ça, la nouvelle stratégie du mouvement à partir des années 2010. Noter l'inclusivité des gens et diffuser les rapports publiquement. Sur le site de GLAAD, on retrouve par exemple une liste des personnes que l'asso juge transphobes. Dedans, on retrouve à peu près tous les membres du Parti républicain, J.K. Rowling bien sûr, des assos chrétiennes et énormément de gens dont je n'ai jamais entendu parler. Une autre asso, la HRC pour Human Rights Campaign, publie quant à elle un rapport tous les ans intitulé « Indice d'égalité des entreprises ».
basé sur 5 critères: la protection des travailleurs LGBTQ+, les avantages inclusifs, la culture inclusive et l'engagement et la citoyenneté responsable. Par exemple, Nike a eu en 2026 le beau score de 100 sur 100. Est-ce lié au fait que Nike était en 2025 un partenaire financier gold de l'assaut? C'est une possibilité. Une possibilité non démontrée qui interroge tout de même sur les conflits d'intérêts sous-jacents. Car voilà les notes de Disney et Apple, partenaires platinum tous les deux. Là, il ne s'agit plus d'ouvrir les esprits. Il s'agit au contraire de contraindre entreprises et individus à adopter une thèse vraiment... Bon, déjà, pour saisir un peu le dessous de la théorie du genre, il faut comprendre la signification du mot genre. C'est con, mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont posé la question. Donc, à la base, le mot genre est utilisé pour désigner des catégories. Quand on parlait de genre masculin et de genre féminin, c'était exclusivement pour parler de termes grammaticaux. Ensuite, au XXe siècle, le mot sexe prend de plus en plus une connotation sexuelle. Donc on remplace parfois le mot sexe avec le mot genre parce que ça fait plus propre. Puis, dans les années 50, John Money, un sexologue reconnu, notamment pour avoir ruiné la vie de 2 jeunes jumeaux, utilise le mot genre pour parler des rôles féminins et masculins. Dans les années 70, ce sont les féministes de la deuxième vague qui s'emparent de la distinction entre sexe et genre. L'un désigne les différences biologiques entre hommes et femmes, l'autre les différences comportementales, le rôle social qui ne provient pas forcément de la nature, mais aussi de l'éducation, de la culture, etc. Et en 1990, Judith Butler publie Gender Trouble, la bible de la théorie du genre contemporaine. Pour elle, le genre n'est pas inné, c'est une construction sociale. La société te dit que si tu nais homme, tu dois être masculin et tu dois aimer les femmes. Elle te présente cette chaîne comme naturelle. Or, pour Butler, elle ne l'est pas. Et pour ceux qui s'apprêtent à arguer que la reproduction c'est naturel et que nos corps sont programmés pour être attirés par le sexe opposé, vous êtes tout simplement les produits de cette société normative. Il serait temps de vous déconstruire. On ne naît pas mec, on le devient. La masculinité, tout comme la féminité, c'est quelque chose qui est complètement construit, qui n'est pas du tout naturel. Je suis trans et je suis lesbienne et j'ai un peu vu l'autre côté du miroir, on va dire. C'est donc cette théorie infondée, car il ne s'agit finalement que d'une femme qui a écrit un jour un bouquin qui a bien marché, que le mouvement LGBTQ+ moderne veut que le monde adopte. Il y a une infinité de genres, un homme est une personne qui s'identifie en tant que telle, et le pénis n'est pas un organe masculin, c'est juste un organe inhabituel chez une femme. Et quel meilleur influenceur pour propager cette idéologie qu'un président métis jouant au basketball. Il est nul. Non, il n'est pas nul, monsieur Marichou, il est timide, voilà. Il est timide, voilà. En 2016, en pleine année électorale, l'administration Obama décide de prendre la cause queer à bras-le-corps. En mai, le ministère de la Justice porte plainte contre la Caroline du Nord pour sa loi Bathroom Bill, qui obligeait dans les bâtiments publics les personnes à utiliser les toilettes destinées à leur sexe inscrit à la naissance. Peu après, les ministères de la Justice et de l'Éducation publient une lettre à destination des écoles. Désormais, elles doivent traiter les élèves selon leur identité de genre. Donc utiliser les bons pronoms, les laisser aller dans les toilettes, les vestiaires, les douches des filles, s'ils se sentent filles, à l'intérieur. Ensuite, le droit de la santé est élargi. L'identité de genre entre dans le champ des discriminations fondées sur le sexe. En gros, un médecin ou un établissement recevant des fonds fédéraux ne peut plus refuser catégoriquement un patient trans ou certains soins liés à sa transition simplement parce qu'il est trans. Traduction, les gynécos devaient faire gaffe à ne pas faire comme le français Victor Acharian, interdit d'exercer durant 6 mois par l'ordre des médecins l'an dernier après avoir refusé de consulter un homme biologique. Et enfin, en septembre, le HUD, le département du logement, impose aux refuges, y compris les refuges non mixtes, d'accueillir les gens en fonction de leur identité de genre. Nice. À partir de là, c'est compliqué de revenir en arrière. Même si après son arrivée au pouvoir, Trump défait une majorité des décisions, c'est trop tard. Le mouvement LGBTQ+, a remporté la bataille culturelle. Et pas seulement aux États-Unis. Plus personne n'est à l'abri de se faire accuser de mégenrage ou de transphobie. Et quand je dis plus personne, c'est vraiment plus personne. En Angleterre, un enfant de 3 ou 4 ans a été suspendu de son école pour transphobie. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé, puisque c'est arrivé à 13 autres enfants, pas plus vieux que 5 ans. Voilà, donc tu peux ne pas savoir lire, faire encore caca dans un pot, manger ta colle UHU et être accusé de mégenrage. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Quand en 2022, le New York Times, qui n'est pas connu pour son conservatisme, publie une série d'articles critiques sur la médecine de genre, la Soglad stationne à plusieurs reprises des camions publicitaires devant la rédaction, l'accusant de créer un climat hostile envers les personnes trans. En 2020, après la sortie de ce livre que je n'arrive pas à prononcer par la journaliste Abigail Shrier, critiquant l'explosion des transitions chez les adolescentes et elle aussi la médecine de genre,
Chase Strangio, un avocat bossant à l'ACLU, organisation américaine des défenses des libertés publiques, dont la liberté d'expression, je dis ça, je dis rien, tweet « Empêcher la circulation de ce livre et de ses idées est un combat que je mènerai jusqu'à la mort ». Target le retire alors brièvement de la vente et Amazon suspend une campagne publicitaire payante pour le livre avant sa publication. Et ça, c'est la part soft de la censure queer. Mais certains militants, surtout des hommes transidentifiés, n'hésitent pas à monter d'un cran dans la violence pour faire taire l'opposant. Et plus généralement, l'opposante. On avait déjà évoqué les menaces de mort visant J.K. Rowling il y a de ça 3 ans. Ça ne rajeunit pas. Mais c'est ce que subissent toutes les TERF, donc les féministes anti-trans, à travers le monde occidental. En France, on a l'exemple de Dora Muto et de Marguerite Stern. En Angleterre, ils ont l'exemple de Kelly Jekin et d'Ellen Joyce. Leila Lefay, femme trans de 44 ans, voulait leur arracher les yeux, les tuer, casser le dos de Kelly Jekin et mettre le feu à sa maison avec elle à l'intérieur. Tout ça parce qu'elle critique le fait qu'il y ait des hommes biologiques dans les compétitions sportives féminines et qu'ils remportent le prix à la place des femmes. Que les médias changent leur vocabulaire en effaçant tout ce qui se rapporte aux spécificités biologiques de la femme. Que des hommes s'identifient comme femmes uniquement pour aller dans des prisons pour femmes. L'an dernier, il y a quand même eu le cas d'un néo-nazi en Allemagne qui parlait des transfascistes comme étant des parasites de la société et qui a réussi à se faire envoyer dans une prison pour femmes. Et le média allemand qui parle de l'affaire s'entête à parler de lui au féminin. Parce qu'il ne faudrait surtout pas mégenrer un nostalgique du Troisième Reich. Et si vous nous piquez, ne saignons-nous pas? Et si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Quand on voit tout ça, il est donc légitime de se demander pourquoi tant d'acharnement à faire taire les gens, des gens aussi jeunes que 3 ans. Pourquoi mettre autant à mal la liberté d'expression sous couvert de lutte contre la transphobie? Eh bien parce qu'il faut préparer le terrain à un sujet beaucoup plus difficile à faire accepter aux citoyens lambda que des pronoms. Today's pronoun of the day is rainbow cake, rainbow cakes. Ou des toilettes non mixtes. I dare you to try and stop me from going into a women's bathroom. Un sujet qui marque la vraie ligne rouge franchie par le mouvement LGBTQ+ moderne et qui explique, en partie, sa récente chute. Les enfants. Le bourrage de crâne, l'initiative culturelle visant à ouvrir l'esprit et l'imagination des plus petits à l'idéologie queer commence en 2015 à San Francisco avec l'événement Drag Queen Story Hour. Le concept est simple, des drag queens lisent des histoires LGBTQ+, devant des enfants dans des bibliothèques municipales. Très vite, le phénomène se propage dans tout le pays, et il arrive en France dans le courant 2018-2019. Sauf qu'en 2019, justement, arrive l'affaire de Houston. La bibliothèque de la ville admet que, lors d'un des événements, un intervenant était en réalité un délinquant sexuel enregistré. Bon, ça arrive même aux meilleurs, demandez aux crèches parisiennes. Après cet événement, le débat se corse. Il existait bien quelques réticents qui manifestaient en groupe de 10 devant les bibliothèques, mais le monde les voyait surtout comme des gros réacs. Car quel est le mal dans le fait que des drag queens lisent des histoires à des gosses? Pour répondre en partie à cette question, il faut saisir ce qu'est le drag. Car bon, on entend souvent que ça n'a rien de sexuel, qu'il existait des drags dans les pièces de Shakespeare. Non. Il y avait des hommes se travestissant en femmes pour jouer des rôles féminins. La nuance assez importante avec les drag queens, c'est qu'elles jouent avec l'hypersexualisation des codes féminins. Avec le désir, la provocation, les seins XXL. À la base, c'est une culture de cabaret et de barguet. Donc, qu'est-ce que ça vient foutre dans des lieux pour enfants? Mais aussi, qu'est-ce que viennent foutre des enfants dans des lieux pour drag queens? En 2022, à Dallas, un barguet avait organisé un show drag family friendly. Des pros LGBTQ+, se sont insurgés que des manifestants viennent se poster devant avec des pancartes « Stop Grooming Children ». Donc cessez de détourner, séduire, piéger, il n'y a pas vraiment de mot en français, les enfants. Pancartes qui deviennent compréhensibles quand on découvre qu'à l'intérieur du barguet, un néon disait la phrase suivante « It's not gonna lick itself ». Traduction, ça ne va pas se lécher tout seul. On voit même des enfants donner des billets à des mecs en porte-jartel avec des seins, encore une fois, énormes. Mais si vous trouvez ça malsain, attendez, parce qu'il y a pire. Maintenant, il existe des drag kids. Et avec les drag kids, c'est l'inverse. C'est des adultes qui lancent des billets à des enfants en barésie. Et puis, comme il n'y a absolument rien de dérangeant là-dedans, en 2022, ils ont créé une émission avec des ados et pré-ados qui se déguisent en drag. This is me, and you better like it. Bye. Mais pas besoin de ce genre d'émission pour que vos enfants apprennent tout ce qu'il faut savoir sur la théorie du genre. Les dessins animés pour enfants ont été complètement conquis par le mouvement LGBTQ+.
Nickelodeon, les Teletubbies, Peppa Pigs profitent tous du mois des fiertés pour souhaiter une Happy Pride à leurs mini-téléspectateurs. Car oui, la marche des fiertés est apparemment devenue le rendez-vous à ne pas manquer pour les familles. Des zones kids-friendly sont mises en place dans certaines villes pour que des gosses ne se retrouvent pas face à des seins à l'air, des hommes en laisse ou des fétichistes portant des masques de chiens. Des zones kids-friendly partiellement efficaces, selon certains commentaires. Mais bon, en soi, marche des fiertés, bibliothèque publique, ce sont des lieux où les parents possédant un peu de bon sens et une once de responsabilité peuvent choisir de ne pas emmener leurs enfants. Le problème, c'est que le mouvement queer s'est étendu aux écoles. D'abord avec la politique d'inclusion qu'on a vu un peu plus tôt, avec les toilettes, les vestiaires, les pronoms, mais aussi via les profs. Via les programmes scolaires, avec notamment le Genderbread Person et la Gender Unicorn, qui expliquent ludiquement à des enfants la notion très scientifique de genre, ou des États comme le Maryland qui intègrent dans leur programme scolaire l'histoire des LGBTQ+, en espérant que les profs ne fassent pas l'impasse sur les chapitres Alfred Kinsey ou John Money. Et aussi via les livres. On va s'arrêter là-dessus un moment. Le scandale des livres à la limite de la pornographie présent dans les écoles américaines éclate en 2021. L'un des déclencheurs d'alerte, c'est l'association Moms for Liberty, qui a notamment publié une liste de livres qu'on retrouve dans les bibliothèques scolaires et dont le contenu de certains est complètement inadapté à des jeunes personnes. Il y a évidemment tout le bourrage de crâne autour de la théorie du genre, mais c'est surtout les descriptions et les illustrations sexuelles explicites qui va scandaliser certains parents. Par exemple, dans le livre Genderqueer, on voit ça. Ça passe encore. Ça, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, sa pote l'invite à goûter ses sécrétions vaginales. Ça passe un peu moins, à mes yeux. Puis il y a ça. Je sais même pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube. Si c'est flouté, c'est que j'avais pas le droit. Mais c'est une pipe, faite à un sextoy, posé sur une femme. Dans All Boys Are in Blue, on parle d'inceste avec des mineurs. Dans Me, Earl and the Dying Girl, on parle de fellation et d'anulingus. Et pour ceux qui ne trouvent toujours pas ça inadapté, voilà ce que ça fait à l'intérieur de vous. Au niveau de la gêne, du malaise, quand un élève de 11 ans lit un passage de ce type de livre. He's undoing my belt. I'm reaching into his bedside drawer for a condom. We're kissing. Again, we're rolling over. Obviously, you can see where this is going. This reminds me so much of the first time we had sex. We were both terrified. But it was good too. So good. Les dessins animés, les livres, les spectacles colorés, c'est le déguisement parfait pour faire entrer des idées complexes dans la tête des enfants et de les glamouriser. Mais surtout, les banaliser. En 2017, aux États-Unis, environ 14 000 enfants entre 6 et 17 ans avaient été diagnostiqués avec une dysphorie de genre. En 2021, ce chiffre a presque triplé, passant à 42 000. Sur la même période, le nombre de mineurs commençant des bloqueurs de puberté ou des hormones a plus que doublé. En France, en 2013, 8 mineurs bénéficiaient de l'ALD transidentité. En 2020, ils étaient 294, soit une augmentation de 3 575%. La transition de genre est devenue un business énorme. Et les plus fragiles, ce sont les mineurs. Et les parents de ces mineurs, à qui on dit que soit votre enfant prend des bloqueurs de puberté, soit il se suicide. Sauf qu'à chaque fois qu'ils sortent des chiffres alarmistes, comme ici la Commission de santé mentale du Canada, qui parle de 1/3 des jeunes trans qui ont tenté de se suicider l'année passée, ils se basent sur des questionnaires en ligne d'autodéclaration. Quand on regarde les chiffres des suicides avérés, comme l'a fait le professeur Michael Biggs au Royaume-Uni, c'est tout de suite moins inquiétant. Sur 10 ans, en se basant sur un échantillon de 15 000 jeunes suivis pour dysphorie de genre, il a recensé 4 suicides. C'est pas zéro, ça ne veut pas dire que les jeunes atteints de ce trouble ne souffrent pas, mais on est loin des 1/3 des jeunes trans à tenter de se suicider. Et autre fait intéressant, parmi ces 4 décès par suicide, 2 jeunes avaient reçu des bloqueurs de puberté et les 2 autres un simple suivi psychologique. Donc la thèse de s'il ne prend pas des bloqueurs de puberté, il se suicidera, c'est bidon, c'est pas prouvé. Oui, les transgenres ont plus de chances de se suicider, mais on oublie tous les autres troubles mentaux dont ils sont potentiellement affectés, comme la dépression par exemple, qui peut elle aussi être responsable d'une tentative de suicide. Ensuite, un truc que les militants du mouvement oublient de préciser, alors que c'est quand même assez bien documenté, c'est que la majorité des jeunes atteints de dysphorie de genre ne le sont plus une fois la puberté passée. La majorité d'entre eux s'avérera juste être homosexuels ou bisexuels. Mais encore faut-il que ces jeunes soient bien dysphoriques. Car étant donné que le principe même du nouveau régime de soins d'affirmation de genre est de rejeter toute évaluation approfondie de la santé mentale des enfants, car c'est jugé transphobe, mais plutôt de hocher la tête quand un gosse de 7 ans te dit « je pense être une fille, donc je suis », ça fausse un petit peu les résultats. C'est Descartes qui serait content.
Revenons au mois des fiertés. Fut un temps, c'était le rendez-vous par excellence pour toutes les marques voulant bien se faire voir. Et certaines comme Air Canada allaient vraiment très loin. We are doing the first ever, now let me get that one straight because a few letters have been added to this one, 2S LGBTQIA+ flight ever in Canada. C'est super que le pilote soit gay, mais j'espère que cette fois-ci il avait les diplômes pour conduire des avions. Pareil pour Royal Dutch, si un jour je prends un de vos avions, j'espère que ma ceinture sera hétérosexuelle. Aujourd'hui et depuis l'an dernier, les marques sont un peu plus timides concernant la Pride. Elles ne changent plus leur logo en arc-en-ciel, elles ne font pas de nouvelles collections et elles retirent leur parrainage de dons aux différentes marches de fierté, laissant un gros trou financier dans le budget des assos organisatrices. Des déficits dépassant les centaines de milliers de dollars pour certaines. Moins 200 000 $ pour San Francisco et Kansas City, moins 750 000 $ pour la Pride de New York, un manque de budget tel que certaines se voient obligées d'annuler l'événement, y compris de notre côté de l'Atlantique comme en Angleterre. Selon un sondage de Gravity en 2025 interrogeant 200 dirigeants d'entreprise, 39% d'entre eux prévoyaient de réduire leur engagement public pendant le mois des fiertés 2025. Une baisse de soutien qui a plusieurs causes. Primo, l'activisme de marque, les gens en ont marre. Vous connaissez le dicton, je veux que mon dentifrice me lave les dents, pas qu'il me dise pour qui voter. Secondo, les boycotts conservateurs aux États-Unis, ils sont efficaces. Vous connaissez le boycott de Bud Light en 2023 après un bad buzz incluant Dylan Mulvaney, celle que toutes les femmes veulent être et avec qui tous les hommes veulent être, n'est-ce pas? Résultat, en 2024, pas de mention de la Pride sur les réseaux sociaux de la marque, mais plutôt la mise en avant de leur partenariat avec le combattant de MMA Dustin Poirier. Idem pour Nike, qui, la même année, fait un partenariat avec la même personne et qui devient le centre, malgré elle, d'une nouvelle tendance TikTok, Burn Bra Challenge. Real woman that is sick of this nonsense. It's a great night to burn my Nike bras. Si dans la foulée, la marque sur ses réseaux appelle à être bienveillant et inclusif, l'année d'après, pas de mention de la Pride et pas de nouvelle collection LGBTQ+. Pareil pour The North Face qui, après sa série Summer of Pride en 2022-2023 en partenariat avec la drag queen Patty Egonia, se prend un énorme backlash et décide de ne pas faire de collection ou d'événement Pride en 2024. Et un dernier pour la route, car je sais que ces exemples vous apportent beaucoup de satisfaction, Target. En 2023, la marque lance comme à son habitude une collection pour la Pride. Collection pour adultes et pour enfants. Et qu'est-ce qu'on a vu plus tôt? On ne touche pas aux enfants. S'ensuit un giga boycott avec un site, une chanson qui atteint le top 1 des téléchargements iTunes et une chute des ventes. L'année suivante, en 2024, l'entreprise décide que sa collection Pride ne sera plus vendue dans tous ses quelques 2000 magasins américains et que ça dépendra désormais des données et études sur la demande locale. Happy Pride Month. In my Target that used to have the Pride section, it's now all USA. Yay! It's an American summer. Bon, et troisio, le retour des conservateurs au pouvoir. Dès son comeback à la Maison-Blanche, Trump annonce que les États-Unis ne reconnaissent que 2 sexes et il exclut les trans de l'armée. Il supprime aussi tous les programmes fédéraux de DEI, diversité, équité et inclusion. Des entreprises suivent alors son exemple. Certaines entreprises annoncent aussi ne plus participer au rapport de la HRC, dont on parlait au début de la vidéo. Des États comme l'Utah, l'Idaho et le Montana interdisent les drapeaux LGBT sur les bâtiments gouvernementaux et les écoles. Et certains maires prennent eux aussi l'initiative de ne pas accrocher les drapeaux multicolores. Mais le plus parlant, ce sont les sondages d'opinion, qui nous montrent une fois pour toutes que le militantisme queer, ça ne fonctionne pas. En 2021, 62% des Américains étaient contre les trans dans le sport. 2 ans après, ce chiffre monte à 69%. En 2021, 46% des Américains étaient favorables à l'interdiction des soins médicaux liés aux transitions queer pour mineurs. En 2023, ils étaient 56%. En 2021, 46% des Américains trouvaient les transitions de genre acceptables moralement. En 2026, ils ne sont plus que 38%. Si vous écoutez 1/100 de ce que je raconte depuis tout à l'heure, vous comprenez la chute de ces chiffres. Les queers sont allés trop loin. Le problème, c'est qu'aux yeux du monde, ils ne sont pas les queers. Ils sont les LGBTQ+. Ce qui fait que les LGB, qui, il faut bien le dire, n'ont pas demandé grand-chose, si ce n'est à la base pouvoir tenir la main d'une personne du même sexe sans se faire matraquer, s'en prennent aussi plein la gueule. Si en 2023, 71% des Américains soutenaient le mariage homosexuel, en 2026, ils ne sont plus que 65%. En 2022, 71% des Américains trouvaient les relations homosexuelles acceptables moralement. En 2026, ils sont 62%. Après 20 ans de soutien croissant des Américains aux LGBT, la courbe recule.
Conséquence, certains LGB se rebellent et souhaitent faire tomber le thé. This flag does not represent me or any of the gay community. We are tired of being linked to this cult mafia. I never really understood why the LGB was ever grouped with a T in the first place. Like, to me, it never really made any sense. Le premier mouvement médiatisé à vouloir revenir à une forme séparée entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est Drop the T en 2015. Une campagne anonyme dont la pétition a immédiatement été condamnée par GLAAD et la HRC. HRC qui, en 2022, dans une vidéo dans laquelle la présidente présentait l'assaut et sa mission, n'avait pas prononcé une seule fois les mots gay, lesbienne et bisexuelle, en 6 minutes 30. Puis en 2019, deux militantes lesbiennes, Kate Harris et Bev Jackson, pionnières du Gay Liberation Front en 1970, fondent LGB Alliance, après un conflit avec Stonewall, une autre asso, qu'elles accusent d'accorder une trop grande importance à l'identité de genre au détriment des homosexuels et des bisexuels. Car il y a un truc qu'il faut savoir. Si depuis les années 2010, les assos LGBT ont reçu énormément d'argent, de 387 millions de dollars en 2012, les dons aux orgas sont passés à 823 millions de dollars en 2021, toutes les causes ne progressent pas de la même façon. Alors que les organisations liées à l'éducation LGBTQ+, ont connu un bond de 254% entre 2012 et 2021, sur la même période, les organisations concernant le sida dans la communauté LGBT n'ont augmenté que de 7%. Eux qui aiment bien l'équité, pour le coup, c'est pas... Mais revenons à la LGB Alliance. Selon l'asso, voilà pourquoi les LGB devraient abandonner le T, le Q et le plus. Première chose, l'orientation sexuelle est définie, comme son nom l'indique, par le sexe. Deuxième chose, les espaces non mixtes. Certaines militantes lesbiennes et féministes estiment que la reconnaissance de l'identité de genre peut entrer en conflit avec des espaces réservés aux femmes sur la base du sexe. Et troisième chose, le mouvement critique les transitions médicales chez les mineurs et avance notamment l'idée que certains jeunes homosexuels pourraient interpréter leur non-conformité aux stéréotypes de genre comme une identité trans. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en Iran, pour l'anecdote, les changements de sexe sont légaux, car c'est une méthode comme une autre pour se débarrasser des homosexuels. In Iran, we don't have homosexuals like in your country. Car dans les pays musulmans, l'homosexualité, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Ce qui nous amène à la gauche française, oui, sans autre forme de transition. Un sondage IFOP d'études datant du mois de mars montrait que les LGBT étaient plus nombreux à avoir l'intention de voter en 2027 pour Bardella que pour Mélenchon. Pour les activistes de gauche, la cause est la suivante, l'homonationalisme. Les homos qui votent RN chercheraient à se rendre convenables afin de faire perdurer leurs intérêts de classe. Pour les autres, la cause, c'est le soutien inconditionnel de la gauche française aux musulmans. L'année dernière, par exemple, l'écolo Sabrina de Canton avait dû retirer sa candidature à la mairie de Saint-Ouen car son parti jugeait que son homosexualité risquait de lui aliéner les votes des quartiers populaires. Plus tôt cette année, l'Inter-LGBT, le comité organisateur de la Marche des Fiertés à Paris, avait interdit à l'asso LGBT Fierté Citoyenne de participer, car cette dernière avait traité les LGBT soutenant le Hamas de dindes qui votent Noël. Islamophobie ou bon sens, je vous laisse décider. Mais j'ajouterais quand même ce chiffre. Selon un sondage IFOP de 2019, alors que 85% des Français jugent l'homosexualité comme manière de vivre sa sexualité, 63% des musulmans la jugent comme une maladie ou une perversion, contre 14% des catholiques et 10% des athées. La fameuse limite de l'intersectionnalité. Parce qu'à force de vouloir additionner toutes les luttes, le mouvement LGBTQ+, s'est retrouvé prisonnier de ses propres contradictions. Les homosexuels et les féministes doivent soutenir les trans doivent soutenir l'islam politique, les musulmans doivent soutenir ce qu'ils considèrent comme une perversion, et tout ça doit miraculeusement former un groupe inclusif qui ne part pas dans tous les sens. Spoiler, dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi le mouvement LGBTQ+ recule. Pas parce que les homosexuels auraient soudain cessé de mériter des droits, mais parce que le sigle est devenu trop lourd, trop flou, et surtout, trop contradictoire. Le chercheur en sciences politiques Francis Fukuyama disait ceci. L'expérience montre que si les hommes ne peuvent pas lutter au nom d'une juste cause parce que cette juste cause a déjà triomphé dans une génération précédente, alors ils lutteront contre cette juste cause. C'est précisément ce que le mouvement LGBTQ+ a fait. Les LGB avaient gagné une bataille morale simple. Aimer qui l'on veut sans être persécuté. Le mouvement queer a voulu aller plus loin. Trop loin. Déconstruire le sexe, refaire le langage, médicaliser les enfants, imposer aux femmes d'accepter des hommes biologiques dans leurs espaces et transformer chaque désaccord en transphobie. En se trouvant un nouveau combat, le mouvement LGBTQ+ a saboté l'ancien. Et aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Et c'est bien f***. Vous ne pouvez pas dire ça, pardonnez-moi.